Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Jean-Baptiste Hérault. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole de l'association DAL, Droit au logement. Hier, c'était la fin de la trêve hivernale. Du coup, c'est le printemps des expulsions maintenant? Malheureusement, oui, des expulsions et des coupures d'énergie. 125 000 familles qui ont été l'objet d'un jugement d'expulsion en 2017, sans doute plus encore en 2018, ça grimpe d'année en année. Donc c'est une véritable catastrophe sociale. Les gens sont expulsés puis laissés dans la rue. De temps en temps, ils ont une chambre d'hôtel pour quelques nuits, dans un contexte où les structures d'hébergement sont complètement saturées parce qu'évidemment, on a de plus en plus de sans-abri, notamment parce qu'on expulse de plus en plus de gens et surtout le gouvernement mène une politique qui est antisociale sur la question du logement. Qui est touché par les expulsions? C'est les familles, c'est des femmes seules, c'est des retraités? Oh, voilà, toutes sortes. Et surtout, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont des petits revenus. Que les revenus des classes populaires sont en baisse, les loyers sont en hausse, les APL sont en baisse aussi, puisque le gouvernement a fait des économies sur les APL. Donc automatiquement, il y a plus d'expulsions. Malheureusement, les loyers sont plus chers. N'oublions pas qu'en 1973, les taux d'effort, c'est-à-dire la part que les gens consacraient au logement, la part de leurs revenus consacrés au logement, est tournée aux alentours de 10 à 12 %. Aujourd'hui, on a en moyenne à 27 % dans les zones urbaines et s'agissant du quart le moins riche des ménages, on est à 40-50 %. Donc voilà, le salaire ponctionne la moitié. En gros, on travaille la moitié du mois pour payer son logement, quoi. Mais juste pour être bien sûr de ce que vous dites, aujourd'hui, on met à la rue des familles sans proposition de relogement, donc des enfants dans la rue. Bien sûr, on les laisse se démerder, quoi. Donc, de temps en temps, on les prend à l'hôtel quand il y a une association ou qu'il y a un peu de place, quoi. Évidemment, on met à la rue des personnes vulnérables, fragiles, des personnes âgées, des femmes seules, des familles avec enfants, des personnes handicapées, sans état d'âme. Et c'est ça qui est redoutable, c'est qu'on est une société qui est de plus en plus dure et qui prévoit malheureusement, qui viole le droit au logement de manière constante. Alors, Julien de Normandie, le ministre du Logement, a annoncé la semaine dernière, mercredi dernier, 6 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires qu'il a pérennisées par rapport à l'hiver. C'est une bonne nouvelle ou c'est une goutte d'eau dans la mer? Ouais, tant mieux pour les 6 000, je dirais. Mais c'est clairement, oui, c'est une goutte d'eau dans un océan dans l'océan de la crise du logement. On a recensé 140 000 sans-abri, mais en réalité il y en a beaucoup plus. Il doit y avoir aux alentours de 200 000, 250 000 maintenant. Les moyens en matière d'hébergement qui sont mis en œuvre par le gouvernement ne suffisent pas. N'oublions pas qu'aujourd'hui aussi, 1er avril, c'est le début de la fermeture de dizaines de milliers de places d'hébergement d'urgence qui ont été ouvertes pour l'hiver. Donc c'est ça aussi, c'est une cruauté, une brutalité, une violation de la loi, puisque la loi en matière d'hébergement prévoit que toute personne accueillie doit être orientée ensuite, dans un deuxième temps, vers une structure de stabilisation ou un relogement. C'est les textes de loi. Donc là, l'État viole la loi impunément, de manière constante et de plus en plus. Alors, je vais vous poser une question que beaucoup de gens se posent, pas forcément pour des bonnes raisons, mais quand on parle d'expulsion locative, il y en a qui pensent immédiatement aux petits propriétaires qui ne peuvent pas se permettre que leurs locataires ne paient pas leur loyer. Qu'est-ce que vous leur répondez? On répond d'abord que la moitié des jugements d'expulsion sont rendus dans les logements sociaux, là où précisément sont logés des ménages aux revenus modestes et qui ne peuvent plus payer à la fin du mois parce que les APL ont baissé et que les loyers, même en HLM, ont augmenté. On répond aussi que pour ce qui est des gros propriétaires, évidemment, il faut trouver des solutions aussi sur place. Les bailleurs sociaux aussi bien et les propriétaires doivent mettre en place des solutions de relogement ou maintenir les locataires dans les lieux. Et les petits propriétaires, eh bien, c'est le relogement. Nous, d'ailleurs, notre revendication, c'est pas d'expulsion, relogement. Autrement dit, on n'expulse pas les gens, on les reloge. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Certes, il n'y a pas assez de logements sociaux pour l'instant, et pour cause d'ailleurs, parce que le gouvernement a supprimé les financements à la construction et
a pris d'assaut le budget des bailleurs sociaux pour faire des économies sur les APL. Mais par contre, il y a 3 millions de logements vacants, c'est-à-dire 1 million de plus qu'il y a 15 ans. Et donc une hausse incroyable du nombre de logements vides. Là, l'État serait, moi je dirais, bienvenu. Ce serait une bonne idée que l'État réquisitionne des logements et des immeubles vides appartenant à des grands propriétaires, à des institutions, à ceux qui aujourd'hui gagnent de l'argent en dormant. La spéculation immobilière bat son plein. On connaît une bulle immobilière dans toutes les métropoles françaises et il faut absolument la faire atterrir. Mais du coup, ça suffirait, il n'y aurait même pas besoin de construire de nouveaux logements. On pourrait juste, non, il faut construire des nouveaux logements parce que il n'empêche que la vacance, elle est plutôt forte dans les villes moyennes et les petites villes qui voient leur centre urbain se dépeupler, etc. Bon, donc là, on peut dire oui. D'ailleurs, les centres urbains des villes moyennes et petites villes se paupérisent précisément parce que ils sont habités de plus en plus par les populations qui sont exclues qui connaissent, qui sont confrontés à la gentrification dans les grandes métropoles. Donc ils sont chassés en réalité vers la périphérie et vers les villes moyennes et les petites villes. Et du coup, très concrètement, qu'est-ce que vous allez faire contre les expulsions? D'abord, on va faire des piquets. D'ailleurs là, aujourd'hui, on fait un premier piquet pour une famille de 5 enfants qui est menacée d'expulsion au 13e arrondissement par un bailleur social. Donc il faut qu'il y ait une solution de relogement, c'est clair. Et puis, donc là, il faut qu'il y ait des mobilisations dans les quartiers, dans les immeubles. On espère que ceux qui sont menacés d'expulsion vont sortir de l'ombre. C'est la condition première. Et puis en parler un peu autour d'eux, de telle sorte à ce que justement ça se mobilise. Le deuxième point, c'est les arrêtés anti-expulsion. Il y a des maires qui prennent des arrêtés anti-expulsion depuis des années, maires communistes. Eh bien, il faudrait que cette pratique se généralise. On encourage en tout cas les maires des grandes et des petites communes à prendre des arrêtés anti-expulsion et anti-coupure d'énergie. Parce qu'on sait aussi que 250 000 familles ont été privées d'énergie en 2017. Donc il y a de quoi faire. Et là, les maires doivent monter au créneau, à notre sens, compte tenu d'une part de la précarisation de leurs administrés et du fait que bien l'État leur coupe aussi les moyens de plus en plus de produire du logement social et de s'occuper convenablement de la population. Voilà, donc on pousse et on encourage les maires, main dans la main, on doit marcher ensemble contre les expulsions et défendre les plus fragiles d'entre nous. Alors on parle de droit au logement, mais est-ce que c'est vraiment un droit en France? C'est un droit effectif. C'est un droit à moitié, c'est un demi-droit en fait. Tant que le droit au logement ne sera pas dans la Constitution, c'est sûr que le droit de propriété sera beaucoup plus fort. Ah vous, c'est ça que vous demandez, une constitutionnalisation du droit au logement? Enfin, c'est ça qu'on demande. Parmi les choses qu'on demande, bien sûr, il y a à la fois la question légale, juridique, pour que le droit au logement ait plus de poids. Et c'est évident que sans logement, on ne vit plus dans nos sociétés. Enfin, on n'est plus rien, quoi. On crève, on a 15 ans d'espérance de vie. On devient un déchet humain, c'est clair, quoi. C'est ça la vie dans la rue. C'est âge moyen de décès, 48 ans pour une personne sans abri. C'est une condamnation à mort avec torture. Donc, ce qu'on demande, c'est que le droit au logement soit reconnu dans la Constitution de telle sorte à ce que, il y ait une législation qui permettent et qui obligent, on va dire, les gouvernements non plus à soutenir les riches, les rentiers, les investisseurs, les groupes financiers et le secteur de l'immobilier, mais à s'occuper de mettre en œuvre le droit au logement dans notre pays. Il faut encadrer les loyers à la baisse, il faut taxer la spéculation immobilière et foncière, qui est très très importante, et puis renforcer les moyens pour les logements sociaux. Pour la production de logements sociaux, évidemment. Alors, j'ai une dernière question. La problématique du logement n'est pas de celle qu'on a le plus entendue parmi les revendications des Gilets jaunes. Pourtant, vous avez fait des actions ensemble, notamment hier. Ouais. Pourquoi, à votre avis, on ne l'a pas autant entendu que ça? Je pense que c'est un sujet qui va monter. Non, effectivement, c'est venu tout de suite sur la question du pouvoir d'achat immédiat, le carburant qu'on met dans la voiture, quoi. Mais les gilets jaunes, une partie des gilets jaunes sont propriétaires de leur logement et rencontrent peut-être pas forcément les mêmes difficultés que les classes populaires dans les zones urbaines importantes. Je pense que les habitants des grandes villes ne se sont pas encore trop mobilisés sur le sujet.
Mais il n'empêche que cette question est en train de monter parce que, incontestablement, le logement est le premier poste de dépense. Et donc, si le gouvernement veut donner du pouvoir d'achat, il faut agir sur le prix du logement, le coût du logement, les loyers, les charges, qui d'ailleurs vont être rediscutés à nouveau là, dans quelques jours. Le décret charges va être mis en discussion, ce qui nous annonce évidemment, si on entend bien la position du gouvernement, une nouvelle hausse des charges, donc une nouvelle hausse du budget logement pour les ménages. Donc une attaque à nouveau, une nouvelle attaque sur le pouvoir d'achat, comme la hausse du gaz, de l'électricité qui sont annoncées. Donc beaucoup de combats à venir. Beaucoup de combats. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment l'unité avec les associations de locataires qu'on a réussi à construire depuis le début de l'année. Donc et là, pendant 3 ans, pendant plusieurs années, on va pouvoir combattre ensemble, main dans la main. On est sur les mêmes bases revendicatives. Et avec les Gilets jaunes aussi, vous avez trouvé des convergences? Et avec les Gilets jaunes aussi, puisqu'on a manifesté avec eux sur la question du logement, contre les expulsions et la fin de la trêve hivernale samedi dernier. Donc le sujet peut, en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour que cette question-là, je dirais, revienne au devant de la scène. Merci beaucoup Jean-Baptiste Ayrault.